L'air dans le bureau juridique était froid, stérile et complètement silencieux. De l'autre côté de la table polie était assis mon beau-père, Rick, un homme qui mesurait le monde à la sueur et à la sueur. Il essayait d'avoir l'air détendu, adossé à sa chaise, en expliquant au commandant de la base que j'étais juste une fille émotive et instable. Ma mère, Sharon, une femme qui avait maîtrisé l'art de se fondre dans le décor face au conflit, était assise à côté de lui, hochant faiblement la tête. Moi, pendant ce temps, je ne disais rien. Je me contentais d'observer le colonel, un homme dont le regard pouvait trancher l'acier. Le colonel laissa le silence planer un moment, avant de lever lentement une main, interrompant Rick au milieu d'une phrase. Il baissa les yeux sur un dossier, sa voix plate et dénuée de toute émotion. Monsieur Jensen, commença-t-il, le signal que nous avons reçu du terminal de l'adjudant Miller n'était pas un appel au 911. C'était un unique paquet de données qui a déclenché le protocole ARES. Il marqua une pause. Laissant les mots inhabituels s'imprégner, ce protocole est réservé à un seul scénario, un actif de renseignement de niveau 1, sous menace physique directe d'un acteur hostile domestique. L'expression suffisante de Rick s'évapora simplement. La couleur quitta son visage, remplacée par un masque pâle de confusion qui vira rapidement à une terreur pure. La tête de ma mère se redressa brusquement, ses yeux écarquillés par une horreur naissante qu'elle ne pouvait comprendre. Ils n'étaient plus dans une dispute familiale. Ils étaient dans un briefing de sécurité nationale qu'ils avaient eux-mêmes provoqué. Ce moment de clarté effroyable marqua la fin d'une très longue journée. Tout avait commencé 12 heures plus tôt avec leur arrivée à mes quartiers sur la base, à Fort Meade, pour ce que ma mère avait insisté être un agréable week-end en famille. Je leur faisais visiter les espaces communs de mon étage, essayant de combler le fossé qui avait toujours existé entre mon monde et le leur. L'atmosphère académique paisible semblait offenser personnellement Rick. Alors c'est ici que tu passes tes journées à fixer un ordinateur? Ricana-t-il, sa voix résonnant dans le couloir. Du travail vraiment rapide? Il s'arrêta ensuite devant une photo encadrée de mon unité. Nous étions en tenue professionnelle, sans armes, sans poussière, juste un groupe d'analystes concentrés. Il pointa un doigt épais sur la vitre. Regardez ces pouces crayons? Dit-il en riant. Mon fils pose des fondations en béton. Ça, c'est un vrai boulot. Le vieux registre interne se mit à tourner dans mon esprit. Je revis chaque projet de foire scientifique qu'il avait ignoré, chaque récompense scolaire qu'il avait qualifiée de bout de papier. C'était la même histoire de toujours. S'il ne pouvait pas le soulever, ce n'était pas réel. J'ouvris la bouche pour essayer d'expliquer, pour lui donner un aperçu aseptisé de la gravité de ce que nous faisions ici, mais ma mère me coupa avant que je puisse commencer. Chérie, n'ennuie pas Rick avec des discussions de boulot, dit-elle, sa voix teintée de ce ton conciliant familier. Montre-nous juste ta chambre. Il gloussa, pensant que c'était une blague de plus à mes dépens. Il n'avait aucune idée qu'il venait de me rabaisser devant les murs même qui abritaient les secrets de la nation. Pour comprendre le règlement de compte qui suivit, il faut comprendre les deux vies que je menais. Pour vraiment comprendre la personne que j'étais devenue, il faut remonter à mon adolescence. Au moment où mon monde fut définitivement défini par deux hommes, le premier était mon beau-père, Rick Jensen, un contremaître en construction qui croyait que la valeur d'une personne se mesurait aux callosités sur ses mains. Pour lui, mon intellect discret n'était pas un atout. C'était un acte de rébellion silencieux, un refus d'engager avec ce qu'il considérait comme le vrai monde de la Terre, de la sueur et du labeur physique. Son approbation était un soleil qui semblait ne briller que sur son fils. Je me souviens d'une soirée d'été avec une clarté parfaite. L'air était chargé de l'odeur de burgers grillés et d'herbes fraîchement coupées. J'avais 16 ans et je tenais une lettre qui pesait comme un millier de livres. Mon acceptation dans un programme prestigieux d'entrée anticipée, affilié à une université pour la cryptologie, c'était mon avenir, imprimé en encre noire nette. Au même dîner, le fils de Rick, un garçon qui traversait la vie avec la certitude terne de quelqu'un qui n'avait jamais été remis en question, était célébré. Il avait gagné un tournoi régional de lutte. C'était une belle réussite. Certes, mais dans notre maison, c'était traité comme la signature d'un traité de paix. Rick se leva, bière à la main, et porta un toast tonitruant à son garçon, son champion, le gamin qui savait se battre pour ce qu'il voulait. Tout le monde acclama. Plus tard, quand il y eut un creux dans la conversation, je mentionnai discrètement ma lettre d'acceptation. J'essayais d'expliquer ce que cela signifiait, que c'était un chemin direct vers une carrière dans le renseignement national.
Rick me regarda en plissant les yeux, prit une longue gorgée de sa bière et tapa sur l'épaule de son fils. C'est bien, Chloé, dit-il d'une voix plate. Mais les livres ne construisent pas une maison. Et ce fut tout. Ma nouvelle qui changeait ma vie fut écartée d'un seul cliché fatigué. À cet instant, le registre interne dans mon esprit se mit à cliqueter et à tourner. Je ne vis pas seulement son rejet de ma lettre. Je vis les 10 années de réunions parents-enseignants qu'il avait sautées, les récompenses scolaires qu'il avait appelées des ramasses-poussières, les roulements d'yeux subtils, chaque fois que je choisissais un livre plutôt qu'une partie de ballon dans le jardin. Tout cela était une dette de reconnaissance que je savais ne jamais être payée. Mon succès était silencieux et abstrait, et dans son monde, les choses silencieuses n'existaient pas. Plus tard ce soir-là, ma mère, Sharon, me trouva sur la balançoire du porche. C'était une femme qui naviguait dans le monde en apaisant l'homme le plus bruyant de la pièce, traitant la paix et le silence comme les vertus ultimes, même si elles étaient achetées au prix de l'esprit de sa propre fille. Elle s'assit à côté de moi, tordant ses mains sur ses genoux. « Tu sais comment il est ?» murmura-t-elle. Comme si Rick était un phénomène météo qu'il fallait simplement endurer. Sois juste la pacificatrice, chérie. Tes succès discrets n'ont pas besoin d'une parade. Elle pensait être gentille, en m'offrant une stratégie de survie, mais ce que j'entendis fut « sois plus petite, plus silencieuse, disparaisse ». C'était le monde qu'ils avaient construit pour moi, un monde où j'avais appris à cacher mes réussites comme de la contrebande, mais j'en avais construit un autre pour moi-même. Un monde qu'ils ne pouvaient même pas imaginer, un monde où mon silence n'était pas une faiblesse, mais une arme. Cet autre monde était un endroit appelé SIF, une installation d'informations compartimentées sensibles. Pour y entrer, il fallait passer par une série de portes épaisses, sans fenêtres, qui vous isolaient de tout le reste. L'air à l'intérieur était toujours froid, et le seul bruit était le bourdonnement constant et bas des serveurs et de la ventilation, le battement de cœur d'une nation cachée. Ici, ma valeur n'était pas seulement reconnue, elle était critique. Je me souviens d'une nuit où la tension dans la pièce était si épaisse qu'on pouvait la goûter. Une lumière rouge clignotait sur une console, un cri silencieux dans une pièce silencieuse. Mon casque crépita. Oracle. La voix du commandant de garde était tendue. Nous avons du bavardage fantôme sur un réseau fermé, le CENTCOM est aveugle. Et une équipe des forces spéciales est sur le point de marcher dans une zone de mort. Ils ont besoin que tu le craques. Il y a 5 kilomètres. Il n'y avait pas de cri, pas de panique, juste la pression froide et dure de vie en suspens. Le monde se rétrécit à moi et aux lignes de données chiffrées qui défilaient sur mon écran. Cela ressemblait à résoudre un puzzle dans un ouragan, mais dans le chaos, je trouvais ma concentration, mes doigts bougèrent, tapant, analysant, cherchant la petite faille dans le mur numérique. Et puis je la trouvais, une boucle récursive, un seul caractère mal placé qui démêla tout. J'isolais la phrase clé, décryptais la communication de l'ennemi et relayais les coordonnées de l'embuscade pendant quelques longs moments. Le seul bruit fut ma propre respiration. Puis, la voix du commandant de garde revint, calme et stable. Reçu. Oracle. Embuscade évitée. L'équipe change de route. Quelques minutes plus tard, la porte du SIF s'ouvrit et entra le troisième homme qui était venu définir ma vie. C'était l'adjudant-chef de classe 5 Davies, une légende vivante dans la communauté du renseignement des signaux, qui me voyait non comme une subordonnée, mais comme une arme stratégique. C'était un homme discret et modeste, dont l'esprit contenait une bibliothèque des secrets de la nation. Il s'approcha de mon poste, lut le rapport sur mon écran et hocha la tête une fois, appréciatif. « Bon travail. Oracle, dit-il, sa voix un grondement bas. Tu viens de leur acheter un jour de plus. » Il n'y eut pas de parade, pas de toast, juste le poids profond et inébranlable d'un respect gagné de quelqu'un qui comprenait vraiment. Cette seule phrase de lui valait plus qu'une vie entière de louanges creuses de Rick. Pendant des années, j'avais accepté les deux mondes. Je l'ai laissé m'appeler une secrétaire glorifiée parce que c'était plus facile que de me battre. Mais cette nuit-là, quand son poing frappa mon visage, il ne brisa pas seulement la paix, il brisa le protocole. Et dans mon monde, le protocole est tout. Plus tard cette nuit-là, la paix fragile dans mes petits quartiers vola enfin en éclats. La dispute couva pendant des heures. Rick, sa voix épaissie par l'alcool et le ressentiment, lâcha enfin l'hideuse insécurité qu'il avait cachée sous sa bravade. Il me coinça entre mon bureau et le mur, son visage à quelques centimètres du mien. « Tu te promènes ici comme si tu étais meilleur que nous ?» Il rugit
des postillons volant de ses lèvres. Avant que je puisse même assimiler les mots, il me poussa. Fort. Je trébuchai en arrière, le bord du bureau s'enfonçant dans ma colonne vertébrale. Mon ordinateur portable chiffré. Délivré par le travail, mon portail vers cet autre monde glissa de quelques centimètres sous l'impact. Depuis la porte, la voix de ma mère était un murmure pathétique. « Rick, s'il te plaît, arrête. » C'était la supplique d'une femme qui avait déjà capitulé. Alors qu'il avançait à nouveau sur moi, une vague froide d'adrénaline me submergea, et à travers la panique, des années d'entraînement cliquèrent soudain en place. Ma main, agissant presque d'elle-même, descendit sur mon bureau. Mes doigts trouvèrent la forme familière du clavier. Je n'eus pas le temps de l'ouvrir. Je n'eus pas le temps de réfléchir. Je pressai simplement la séquence, une combinaison de touches préprogrammées ancrées dans ma mémoire musculaire pour les scénarios impliquant capture, coercition ou détresse. Une petite LED sur l'appareil verrouillé clignota en rouge. Juste une fois, puis s'éteignit. Il était sur moi avant que je puisse même respirer. Sa main se referma sur mon épaule, et je sentis un craquement écœurant alors qu'il me plaqua contre le mur. La douleur, blanche et brûlante, explosa derrière mes yeux. Les coups qui suivirent furent un chaos brutal et flou. Mais la douleur la plus aiguë n'était pas physique. C'était l'image, gravée dans mon cerveau, de ma mère debout, figée dans l'encadrement de la porte. Elle se contentait de regarder, elle ne faisait rien. Ma conscience commença à s'estomper, la pièce se dissolvant dans l'obscurité. Ma dernière pensée cohérente fut une phrase d'un briefing de sécurité, une expression qui ressemblait maintenant à une prière désespérée. Le signal est silencieux. La réponse ne l'est pas. Je ne compris pas ce qui se passa ensuite, mais on me raconta plus tard, dans les moindres détails, comment les rouages d'une machine à laquelle j'appartenais se mirent à tourner à une vitesse terrifiante. À des kilomètres de là, sur le sol de garde stérile et silencieux du commandement du renseignement et de la sécurité de l'armée, un unique alerte clignota sur un écran massif. Ce n'était pas bruyant ni tape à l'œil. C'était une simple notification haute priorité qui coupait à travers tout le reste. C'était mon signal de détresse, mon indicatif d'appel. Oracle était illuminé à côté des mots protocole ARES, suivi de mon bâtiment et numéro de chambre exact. Un officier de garde expérimenté jura, attrapa un téléphone sécurisé. Sa voix était froide, précise et urgente. « Monsieur, nous avons une activation ARES. J'ai besoin du commandant de la base, du JAG et d'une force de réaction rapide de la 704e brigade de renseignement militaire. » Maintenant, ce n'était pas un appel à l'aide. C'était l'activation d'un mécanisme de sécurité conçu pour protéger un actif de sécurité nationale, et la réponse était déjà en marche. Quand j'entrai dans la salle d'audience préliminaire de l'article 32, la première chose que je remarquai fut le silence. C'était un silence lourd et formel, amplifié par le bois poli des meubles et le drapeau américain stoïque dans le coin. Mon bras gauche était bien calé dans une écharpe, un rappel sourd et lancinant de la nuit qui nous avait menés ici, mais à l'intérieur, je ressentais une immobilité que je n'avais pas connue depuis des années. Je m'assis à la table avec ma représentante, une capitaine JAG au visage de pierre, et à côté d'elle, offrant son soutien silencieux et inébranlable, se tenait l'adjudant-chef de classe 5 Davies. En face de nous, dans un autre monde entièrement, étaient assis ma mère et Rick. Ils avaient engagé un avocat civil, un homme en costume froissé qui semblait visiblement paniqué par le nombre d'uniformes dans la pièce. Il n'arrêtait pas d'essuyer ses paumes sur son pantalon, un poisson rouge qui venait de réaliser qu'il avait été jeté au milieu de l'océan. Rick essayait d'être arrogant, adossé avec un rictus dédaigneux, mais la peur dans ses yeux était un tic qu'il ne pouvait contrôler. Et ma mère, elle avait juste l'air petite, un fantôme hanté par des choix qu'elle refusait d'admettre. Leur avocat commença, sa voix tremblante, tentant de présenter l'événement entier comme un simple malentendu domestique qui avait dégénéré. La phrase était si absurde, si insultante que je faillis rire. Il dépeignit un portrait d'une famille aimante et d'une fille sujette à des hystéries, puis Rick monta à la barre. Je le regardais mentir sous serment, les mots coulant de lui avec une facilité exercée. Il me décrivit comme dérangée et irrespectueuse. Il prétendit qu'il avait dû la retenir pour sa propre sécurité après que je sois devenue hystérique. C'était le même script qu'ils avaient utilisé toute ma vie. Chaque fois que j'avais une plainte légitime, j'étais hystérique. Chaque fois que je me défendais, j'étais irrespectueuse. Ma mère fut la suivante, et sa performance fut encore plus dévastatrice.
À travers des larmes soigneusement répétées, elle raconta au colonel-président combien j'avais toujours été trop sensible et encline à l'exagération. Elle confirmait leur récit, effaçant ma réalité comme elle l'avait toujours fait. Je restais assise là, mon expression un masque de glace. Mais à l'intérieur, le registre était ouvert, chaque réussite écartée, chaque cri d'aide ignoré, chaque fois qu'on m'avait dit d'être la pacificatrice. Tout culminait en cet instant, dans cette pièce, dans leur mensonge final désespéré. Quand ils eurent fini, notre capitaine Jacques se leva, l'avocat civil se prépara à une contre-interrogation sur les détails de l'agression, mais notre capitaine ne posa pas une seule question cette nuit-là. Au lieu de cela, elle dit deux mots qui changèrent la gravité dans la pièce. Appelez CW5 Davis. Une onde de confusion traversa l'autre côté. Davis s'avança à la barre avec une autorité discrète qui commanda l'attention absolue de la pièce. Le procureur lui demanda d'expliquer, en termes non classifiés, mes fonctions. Davis regarda non pas l'avocat, mais le colonel-président. L'adjudant Miller est une technicienne cryptanalytique senior, déclara-t-il, sa voix claire et stable. Elle fournit un renseignement des signaux directs et sensibles au temps, aux unités des opérations spéciales déployées en avant. Son bien-être cognitif et physique est une question de préparation à la mission. Les mots planèrent dans l'air, chacun une pierre parfaitement pondérée, sensible au temps. Opération spéciale, préparation à la mission. Je vis le front de ma mère se plisser, essayant de faire entrer ces concepts dans la boîte qu'elle avait construite pour sa fille sensible. Elle n'y arrivait pas. C'était une langue qu'elle ne parlait pas. Le procureur Jacques se tourna alors vers le colonel. « Monsieur, dit-elle, sa voix tranchant le silence, l'accusation n'est pas seulement agression, c'est agression sur un officier fédéral, et sous l'article 134 de l'UCMJ, des actions préjudiciables au bon ordre et à la discipline des forces armées. » L'avocat de Rick commença à se lever, mais le procureur continua, sa voix gagnant en force. Quand M. Jensen a agressé l'adjudant Miller, il n'a pas seulement blessé un membre de la famille, il a incapacité un actif de renseignement de niveau 1. Actif de renseignement de niveau 1. La phrase atterrit comme une bombe. Le protocole ARES qu'elle a activé, poursuivit le procureur, est le même alerte de haut niveau qui serait utilisée si elle était compromise par un service de renseignement étranger. D'un point de vue du commandement, cet incident a été traité comme une potentielle brèche de sécurité nationale. Enfin, le colonel-président, qui avait écouté avec une immobilité déconcertante, tourna son regard directement sur mon beau-père. Rick tressaillit visiblement, sa bravade complètement disparue, remplacée par la peur brute et animale d'un homme piégé. Laissez-moi être parfaitement clair. Monsieur Jensen, dit le colonel, sa voix basse et dangereuse, vos actions ont déclenché une réponse de sécurité nationale. Vous n'avez pas été accueilli par deux policiers locaux posant des questions sur une plainte pour bruit. Vous avez été accueilli par une force de réaction rapide de la police militaire, sous ordre de sécuriser un actif militaire des États-Unis compromis. Vous n'êtes pas dans un tribunal de comté, à débattre d'un délit mineur. Vous êtes sujet à une poursuite fédérale sur une installation militaire des États-Unis pour agression sur un officier de l'armée des États-Unis. Je regardais le monde entier de Rick s'effondrer en cet unique instant. L'homme qui se targuait d'être l'autorité ultime, le roi de son petit château domestique, était écrasé par une force si loin au-delà de sa compréhension qu'elle aurait pu être extraterrestre. Il comprenait enfin, il n'avait pas seulement cherché querelle à sa belle-fille, il avait cherché querelle à l'armée des États-Unis. Mon beau-père avait passé toute ma vie à me juger par les callosités sur les mains d'un homme. À la fin, son destin fut scellé par une simple pression de touche des miennes, alors que les mots finaux du colonel s'installaient. Dans la pièce silencieuse, deux officiers de police militaire en uniforme bougèrent avec une efficacité discrète. Le clic métallique des menottes se refermant autour des poignets de Rick fut le bruit le plus fort que j'ai jamais entendu. Il avait l'air complètement brisé, son visage un masque creux d'incrédulité. L'homme qui avait bâti toute son identité sur le fait d'être grand, bruyant et aux commandes était maintenant emmené, petit et silencieux. Son avocat, l'homme au costume froissé, resta assis à sa table, fixant d'un air vide son bloc-notes juridique, complètement et totalement vaincu. Ma mère s'effondra sur sa chaise, un sanglot étouffé s'échappant de ses lèvres. Le commandant de la base émit alors un ordre final et formel, révoquant l'accès de ma mère à toute installation du département de la Défense, dans le monde entier, à vie. Elle représentait un risque inacceptable. Alors que les MP guidaient Rick vers la porte,
Elle sembla enfin sortir de sa transe. Elle trébucha vers moi, la main tendue, le visage un chaos de larmes et de désespoir. Chloé, je n'ai pas, balbutia-t-elle, les mots mourants dans sa gorge. Mais avant qu'elle puisse faire un pas de plus, C.W. Davis bougea, se plaçant directement sur son chemin. Il ne dit pas un mot. Il n'en avait pas besoin. Il était un mur silencieux et immobile entre mon passé et mon avenir. Et moi, pour la première fois, je ne ressentis pas une once de pitié ou d'obligation. Je gardais simplement les yeux fixés devant moi et ne regardais pas en arrière. 6 mois plus tard, le monde était différent. Je lus la disposition officielle de l'affaire de Rick dans un rapport sec et clinique. Il fut condamné en cour fédérale sur 2 chefs d'accusation et condamné à 5 ans aux casernes disciplinaires des États-Unis à Fort Leavenworth. Ce n'était pas une victoire, c'était une conséquence. C'était le système que je servais, fonctionnant comme prévu. La justice, j'appris, n'était pas émotionnelle. Elle était procédurale. Tandis que son monde s'était réduit à la taille d'une cellule, le mien s'était élargi au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. J'avais été promu, n'étant plus adjudant de première classe. Je dirigeais maintenant ma propre petite équipe d'analyse d'élite. Mon nouveau bureau était dans une installation ultramoderne, un lieu de pouvoir discret et bourdonnant, où le travail que nous faisions modifiait l'équilibre des forces dans des conflits invisibles à travers le globe. Ce nouveau monde venait avec une nouvelle famille, forgée non par le sang, mais par la compétence et un devoir solennel partagé. Je le voyais chaque jour quand je me tenais à la tête de la salle de briefing. Mon équipe, une poignée des esprits les plus affûtés que j'ai connus, me regardait. Leur concentration absolue, il n'y avait pas de condescendance, pas de rejet, juste un courant de respect mutuel qui circulait entre nous. Sur l'écran principal, ma désignation était claire, Oracle Lead. J'avais gagné ma place et mon nom. Parfois, C.W. Davis se tenait au fond de la pièce pendant mes briefings. Il ne disait jamais rien, mais je croisais son regard, et dans ses yeux, je voyais une fierté discrète et profonde. Ce seul regard était la validation que j'avais cherchée toute une vie au mauvais endroit. Un soir, j'étais chez moi dans mon nouvel appartement, un sanctuaire paisible que j'avais rempli de livres et de plantes au lieu de tension et de ressentiment. J'examinais un rapport d'après-action complexe, complètement absorbé, quand une notification apparut sur mon écran. C'était un email. Mon cœur ne bondit pas, mon estomac ne se noua pas. Je ressentis une curiosité distante. L'expéditeur était ma mère. La ligne d'objet était 3 mots simples. Je comprends enfin. Le texte d'aperçu montrait les premières lignes du message. Chloé, ils m'ont raconté certaines des choses que tu as faites, les vies que tu as sauvées. Je n'avais aucune idée. Je suis tellement désolée. Je fixais les mots pendant longtemps. L'excuse que j'aurais autrefois suppliée était enfin là, sur mon écran, et je réalisais avec une certitude profonde et inébranlable que je n'en avais plus besoin. Sa compréhension n'était pas une pièce manquante de mon puzzle. Son excuse était une clé pour une porte que j'avais déjà franchie et verrouillée de l'autre côté. C'était pour elle, pas pour moi. C'était une tentative d'alléger sa conscience, de réécrire son rôle dans l'histoire, mais mon histoire était déjà écrite. Et elle n'en était plus l'un des personnages principaux. D'un seul clic délibéré, je traînais le message dans la corbeille et la vidais. Ce n'était pas un acte de colère, d'amertume ou de vengeance. C'était un acte de paix. Ma paix ne dépendait plus de leur validation. C'était quelque chose que j'avais construit moi-même, en silence. Et ce n'était pas négociable. Je pris une gorgée de mon thé et reportai toute mon attention sur la mission à l'écran. Mon travail m'attendait. Ma mère et mon beau-père voyaient une fille discrète dans un boulot ennuyeux. Ils n'ont jamais réalisé que mon silence était ma force. Mon boulot était le bouclier de la nation,